Il est 15h22, vous êtes bien devant LCI Direct. Entre Poutine et Zelensky, Trump a désormais choisi. Le président américain veut faire pression sur le président ukrainien pour qu'il accepte le plan proposé, peu importe les moyens. Il a même accusé Volodymyr Zelensky de ne pas avoir lu sa proposition de paix pour l'Ukraine, un reproche de très mauvais augure, alors que les Européens sont en ce moment à Londres pour soutenir l'Ukraine. Écoutons Donald Trump. Nous avons parlé au président Poutine et aux dirigeants ukrainiens, notamment au président Zelensky. Je dois dire que je suis un peu déçu que le président Zelensky n'ait pas encore lu la proposition. C'était il y a quelques heures à peine. Son entourage l'adore, mais lui, non. Cela convient à la Russie, même si, vous savez, je pense que la Russie préférerait avoir tout le pays. Je crois que la Russie y est favorable, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas pour Zelensky. Son entourage l'adore, mais il ne l'a pas lu. Allons plus loin avec nos invités. Le colonel Pierre de Jong, bonjour. Ravi de vous retrouver, consultant défense géopolitique pour LCI. Arthur Königsberg, soyez également le bienvenu. Bonjour. Fondateur d'Eurocréative, consultant en stratégie d'influence. Xavier, on ne vous présente plus. Giacomoni, grand reporter, spécialiste des questions internationales sur LCI. Trump veut donc forcer Zelensky à accepter le plan de paix ? On est retour à la case départ, oui. il n'y a pas de changement visiblement. Vladimir Poutine veut toute l'Ukraine et Trump est prêt à forcer la main de Zelensky. C'était intéressant de la manière dont il disait finalement il devrait accepter Zelensky parce que vous savez Poutine il veut tout, il n'y a que moi qui suis à peu près le rempart pour qu'il n'ait pas tout, en tout cas pas tout de suite. Il y a deux immenses problèmes, d'abord problème territorial. Le Kremlin voudrait toute la partie du Donbass qui n'est pas encore sous son contrôle uniquement par la négociation, sans l'avoir conquis sur le terrain, et puis les garanties de sécurité. On sait que Vladimir Poutine ne veut pas de soldats européens sur le sol ukrainien pour faire respecter l'accord de paix ou l'accord de cessez-le-feu, selon ce qu'il en adviendra. Et pour Zelensky, c'est impossible à accepter. Sa population même ne l'accepterait pas. Donc on est à un moment extrêmement important où on voit bien que Trump ne va pas hésiter, on verra de quelle manière, à lâcher totalement, d'une part l'Ukraine bien sûr, mais ce faisant, il lâche aussi totalement l'Europe. Et oui, c'est terrible. On reviendra justement sur le rapport de Trump à l'Europe. Colonel Pierre de Jong, sur les mots terribles. Donald Trump qui assure de manière très méprisante que Volodymyr Zelensky n'a même pas lu son plan de paix. En fait, quand vous voulez tuer votre chien, vous dites qu'il a la rage. C'est ce qu'il est en train de faire. Et très concrètement, ce qui est monstrueux dans l'histoire, c'est qu'il met dos à dos l'agresseur et l'agressé. C'est comme si, je veux dire, Zelensky, un matin, avait décidé d'envahir la Russie, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est vrai que la situation est absolument ingérable pour les Ukrainiens, puisqu'ils sont accusés directement de ne pas être assez souples avec l'agresseur. Le deuxième point, qui est vraiment très pervers quelque part quand même dans la manière de le dire, c'est de mettre en rapport le fait, le fait que les Russes veulent l'ensemble de l'Ukraine, comme Poutine accepte d'aller que jusqu'au Donbass, donc il faut faire un effort de ton côté. Donc en fait, tout ça, c'est un moindre mal finalement. Voilà, c'est moindre mal. Donc donne le Donbass, et puis tu vois les efforts que fait l'Ukraine. Partons à Londres, écoutons Emmanuel Macron. Qu'est-il ressorti de cette réunion entre Volodymyr Zelensky, Keir Starmer et Xavier, aidez-moi, ils sont 4. Friedrich Merz. Et Friedrich Merz, merci. Macron, Starmer et le chancelier allemand. Voilà. Friedrich Merz. Alors si jamais ils prennent la parole, évidemment on va les écouter et on va évidemment s'interroger sur les marges de manœuvre des Européens face à Trump et face à Poutine. Il était prévu que Volodymyr Zelensky reste encore un peu longtemps pour s'entretenir seul avec Keir Starmer, et on a vu Friedrich Merz et le président Macron repartir de leur côté. Est-ce qu'ils vont prendre la parole ? C'est toute la question, parce que évidemment c'est le moment clé où on attend que les leaders européens et évidemment le président de l'Ukraine s'exprime pour nous dire où on en est. Tout ça est extrêmement confus. Le président Macron disait tout à l'heure, le principal problème est la convergence avec les Américains. On a bien compris qu'il y avait un souci de convergence avec Washington, mais
dans quelle mesure on peut encore, pour l'Ukraine, espérer des choses. Et Friedrich Merz disait qu'il était sceptique sur certains détails des propositions américaines. Il peut l'être sceptique. Quand on demande à Volodymyr Zelensky d'abandonner toute l'oblast de Donetsk, où ne sont pas pour le moment dans la totalité les troupes russes, et de ne pas avoir, grosso modo, de garantie de sécurité, c'est plus que du scepticisme. Là, on est sur un lâchage quasi total de la part de Washington de l'Ukraine. Arthur Königsberg, sur cette séquence, à la fois, on a un Donald Trump qui dit c'est à Zelensky de faire des efforts, alors qu'on a vu ce qui s'est passé au sommet au Kremlin avec Poutine et les envoyés spéciaux de Donald Trump, et on voit ce qui se passe à Londres. Oui. La balle est dans le camp de Zelensky, vraiment ? Ce qui est totalement faux. Mais oui. Ce qui est totalement faux. C'est ce qui est aberrant avec les propos du président américain, c'est qu'il se pose et qu'il se positionne comme celui qui attendait une réponse de la partie ukrainienne, alors que c'est certainement de la partie russe dont le président américain a véritablement besoin de la réponse. Il fait comme si Poutine et la Fédération de Russie avaient accepté le plan négocié, retravaillé par les parties américaines, russes et ukrainiennes. Mais c'est faux. C'est faux. Et les Russes le disent publiquement. Il faut que ce texte change radicalement pour que la Fédération de Russie l'accepte. Donc en réalité, effectivement, les Ukrainiens ne veulent pas accepter ce texte parce que pour le moment, il ne comporte pas les garanties de sécurité nécessaires, mais les Russes non plus ne sont pas du tout disposés à accepter ce plan. Parce que ce qui remonte des négociations, c'est que ce plan ne leur permet pas aujourd'hui d'accéder à leur vrai objectif, qui est celui de vassaliser l'Ukraine. Donc il y a effectivement cette question des territoires que mentionnait Xavier, mais leur visée ultime, c'est la chute du régime démocratique de Kiev, la chute de Volodymyr Zelensky, le fait de devoir tenir des élections dans un délai très court, et surtout que l'Ukraine soit démilitarisée. Pour l'instant, les Russes, dans ces négociations, n'y sont pas parvenus. Et c'est ce que Zelensky, et c'est sur ce point que Zelensky insiste quand il descend de son avion en atterrissant à Londres. Il dit bien, en ce moment, effectivement, il y a des négociations sur ce plan de paix, ou ce potentiel cessez-le-feu, mais le deuxième volet, et lui, il parle bien d'un deuxième accord, c'est un accord sur les garanties de sécurité. Et c'est pour ça que toutes ces personnalités présentes à Londres ont leur importance. Keir Starmer et Emmanuel Macron, parce qu'ils sont les deux dirigeants des deux nations cadres de celles qui doivent assurer les potentielles garanties de sécurité à l'Ukraine demain, et Friedrich Merz, le chancelier allemand, parce qu'aujourd'hui c'est l'Allemagne, le premier soutien de l'Ukraine, surtout financièrement. L'Allemagne, c'est 11 milliards d'aides à l'Ukraine pour 2026. Donc effectivement, on a l'impression que nous avons aujourd'hui trois partis qui parlent, mais pas forcément du même sujet ou de la même chose. Syrski, qui est le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, a fait une déclaration hier qui est très claire. Et en fait, il y a un double problème. Le premier problème, c'est la question de la négociation, sur quelle ligne on négocie. Aujourd'hui, les Russes et les Américains sont mis d'accord pour que cette ligne ne soit pas la ligne des contacts. C'est quand même vraiment fort de café, comme on dit, parce que pour des combattants ukrainiens, c'est dur à avaler. Premier point. Puis le deuxième point, quelles sont les garanties de sécurité qui sont apportées? Et ça, cette notion, elle est déniée aux Ukrainiens. Donc les Ukrainiens, le problème, ils sont coincés dans une espèce d'impasse dans laquelle, en fait, ils n'ont pas de solution. Parce que s'ils lâchent, c'est terminé, et s'ils lâchent pas, c'est terminé aussi. En fait, ils n'ont aucune possibilité, parce que s'ils lâchent pas, c'est la guerre. Et les Russes vont continuer de les massacrer. Le deuxième point, la quatrième partie prenante, après les Russes, les Ukrainiens et les Américains, sont les Européens. Les Européens se réunissent, mais pour faire quoi? Juste pour se coordonner. En fait, pour savoir exactement ce qui s'est dit la semaine dernière, puisqu'ils n'étaient pas associés aux discussions, et qu'on sait qu'en fait, le plan véritable, écrit, etc., rédigé, ne va arriver que demain matin, lundi, donc aujourd'hui, sur le bureau de Zelensky. C'est peut-être la raison pour laquelle il n'a pas pu le lire encore dans le détail. C'est quand même un comble. Les grandes lignes sont connues. C'est quand même un comble. Je veux dire que les Américains, en fait, ils ont un temps d'avance, et en fait, les Ukrainiens n'ont le plan qu'aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'en fait, même si les conditions générales, on voit qu'elles sont extrêmement prégnantes, extrêmement injustes, de toute façon, ils n'ont pas la totalité du plan. Donc en fait, c'est un jeu complètement étrange dans lequel Zelensky, il n'a pas de marge de manœuvre, il attend qu'on lui dise ce qu'il doit faire. On ne parle pas de négociation, d'ailleurs.
l'intérieur. Mais il n'y a rien, ça a disparu. Diktat pour imposer une capitulation à l'Ukraine. Il n'y a pas de discussion, on n'échange pas. Il n'y a pas des émissaires qui proposeraient des solutions, qui se mettraient d'accord sur le terrain, sur telle colline, sur tel bois, le passage, à quel endroit on s'arrête exactement. Il n'y a pas du tout ça. Ça ne fonctionne pas comme tout ce qu'on a pu connaître globalement par le passé. Poutine veut une capitulation totale de Kiev. Il veut tout le Donbass, et ce faisant, c'est extrêmement dangereux pour les Ukrainiens parce que c'est non seulement évidemment du territoire, mais ça fait aussi partie des garanties de sécurité pour demain. Parce que dans les 18% qui restent à conquérir de l'oblast de Donetsk, il y a encore des villes forteresses, et pas les moindres, qui protègent le reste de l'Ukraine. On peut parler de Kramatorsk, on peut parler de Sloviansk. Si jamais ces villes étaient données comme ça par la bonne grâce de Donald Trump, on ne va pas parler de négociations, eh bien l'Ukraine aurait déjà un handicap très très lourd pour se défendre pour la suite de ce qui pourrait se passer, sachant que Vladimir Poutine ne reculera pas. Il veut toute l'Ukraine, pas forcément un contrôle territorial comme celui qu'il a déjà à Louhansk ou une partie de la région de Donetsk, Zaporijjia et Kherson, mais il veut que l'Ukraine revienne dans le giron de la Russie comme elle l'était au temps de l'Union soviétique. C'est un pays vassal comme l'est aujourd'hui la Biélorussie dans sa tête, et il est hors de question que ça soit autrement. Donc si l'Europe veut empêcher cela, il n'y a qu'une solution, mais aujourd'hui ça devient extrêmement compliqué. Se dresser comme on le fait depuis quasiment 4 ans contre Vladimir Poutine, mais aussi se dresser contre Donald Trump. On n'a pas le choix finalement aujourd'hui. Est-ce que ce qui se passe prouve que les Européens ne font plus le poids face à Donald Trump, face à Vladimir Poutine et face aux deux ensemble? Parce qu'on verra plus tard, ils ont clairement dit qu'ils partageaient la même vision du monde. Alors c'est l'énorme point d'interrogation qui pèse sur l'Europe depuis quelques jours, d'autant que vous avez vu la revue stratégique américaine, dans laquelle la position de l'Europe et de la France particulièrement est quand même relativement déniée. Donc ça, c'est le vrai sujet. Et c'est la grande surprise. Le problème, c'est que le monde a évolué. Globalement, en 2022, quand les Russes rentrent en Ukraine, il y a une transformation du monde. En fait, c'est l'affirmation de la France, de la force d'une grande puissance comme la Russie, et qui n'est pas contrebalancée par une autre force, puisque Trump arrive aux affaires quelques années plus tard, donc il y a quelques mois, et lui, globalement, il a la même logique. C'est une logique territoriale, une logique qui est liée au Groenland, au Canada, au Mexique, à Panama, donc il a une logique territoriale. Sphère d'influence. Exactement, régionale, comme celle des Russes et comme celle des Chinois. Donc les trois principales puissances se retrouvent dans une même logique de contrôle du monde. Nous, Européens, on n'a pas pensé ça. Nous, on était sur un monde multilatéral dans lequel les Nations Unies jouent un rôle très important, et au nom, double point de suspension, ouvrez les guillemets, le droit international qui est aujourd'hui totalement balayé. Donc c'est une remise en cause de tous nos fondements, en tout cas de nos fondements européens. En fait, on découvre quelque part, on avait une bonne idée, on pensait que tout le monde allait nous suivre, et concrètement, personne ne suit. Les Américains, les Russes, les Indiens, les Chinois, personne, on est un peu tout seul. Et c'est ça le grand retour. Parce que qu'est-ce qu'on va faire dans les années qui viennent? Est-ce que les Européens vont jouer ce qu'ils jouent actuellement? Est-ce qu'on va rejouer nos séquences? Que vont faire les Français? Même nos pouvoirs sont mis en cause. Le président Macron est en fin de parcours. Le Premier ministre britannique, il est attaqué par Farage. On sait qu'il a à deux doigts. Frédéric Merz, il est plus puissant parce que globalement, il est plus riche que les autres, mais il n'est pas non plus très à l'aise avec l'AfD qui monte. Donc tout ça, il y a un contexte global qui fait que l'Europe, elle peut se poser de vraies questions pour le court et moyen terme, ça c'est certain. Partons à Londres, retrouver Thomas Misraki qui suit pour LCI et puis pour TF1 ce sommet dans la capitale britannique. Bonjour Thomas, on voit bien que l'Europe tente par tous les moyens, l'Europe et ses alliés, dans cette coalition pour aider l'Ukraine, de sauver Zelensky face à Trump et Poutine. Oh oui, c'est l'un des objectifs du jour. Et d'ailleurs, Volodymyr Zelensky est toujours derrière moi dans la résidence du Premier ministre britannique avec Keir Starmer. Les deux autres participants à la première réunion, en l'occurrence Emmanuel Macron, le président français et Friedrich Merz, le chancelier allemand, ont quitté la résidence du Premier ministre britannique il y a environ une quinzaine de minutes. Peut-être une réunion qui aura duré entre les quatre hommes 1h10 environ, avec pas de déclaration à l'issue, mais quelques mots prononcés par les quatre
autres participants alors que cette réunion commençait. L'Allemand explique notamment que nous sommes tous à un moment décisif de ces négociations de paix. Volodymyr Zelensky a rappelé l'importance de l'Europe pour l'Ukraine, mais affirme qu'elle ne pourra pas faire sans les États-Unis. Emmanuel Macron veut croire qu'il y a des convergences entre les positions européennes, ukrainiennes et américaines, et que l'Europe et l'Ukraine ont beaucoup de cartes en main. Enfin, le Britannique Keir Starmer a rappelé, lui, qu'il fallait une paix solide et robuste. Solide et robuste, pourquoi, dit-il? Parce qu'une fois le cessez-le-feu ou la paix signée entre les Russes et les Ukrainiens, il faudra faire en sorte que Moscou n'ait pas la volonté d'aller attaquer dans quelques mois ou quelques années un autre pays européen. Merci beaucoup Thomas Misraki avec Thibaut Bruck en direct de Londres. Partons tout de suite sur le terrain du conflit en Ukraine. Qu'en disent les Ukrainiens? Nous sommes avec Claire Cambier et Camille Souhaut en direct de Kiev. Bonjour Claire. Les Ukrainiens craignent-ils d'être forcés à faire la paix de Trump et Poutine? On voit bien en tout cas que Donald Trump souffle encore une fois le chaud et le froid avec l'Ukraine. Donald Trump qui a indiqué hier qu'il était très déçu par son homologue ukrainien. Il critique le fait que Zelensky n'avait par exemple pas encore consulté les nouveaux amendements au plan de paix. Alors du côté ukrainien, on tente de soigner la relation avec les Américains. Zelensky s'est expliqué, il a indiqué qu'il voulait faire le point directement avec Roustem Umerov en charge des négociations à Miami pour le côté ukrainien. Il craint des écoutes clandestines. Pas question, a-t-il dit, d'en parler par téléphone. Il est clair, en tout cas, il le reconnaît, ce n'est pas une surprise que la question des territoires pose problème. C'est le point majeur de ces discussions. Zelensky qui tente donc de renvoyer en quelque sorte la balle. Il se dit prêt déjà à rencontrer Trump lui-même. Et puis, il a indiqué à nos confrères de Bloomberg, il y a une question que moi et tous les Ukrainiens à laquelle nous voulons une réponse. Si la Russie déclenche à nouveau une guerre, eh bien que feront nos partenaires? La question des garanties de sécurité, elle reste très floue. Et pour Zelensky, il aimerait que les Américains, pour que du côté américain, les lignes bougent. Il évoque même un accord séparé, pourquoi pas des négociations de paix avec les Occidentaux. Alors en attendant, c'est vers les Européens que Zelensky se tourne. Vous le voyez, il est aujourd'hui à Londres. Il compte également se rendre à Bruxelles ainsi qu'en Italie. Pour faire face à Poutine et aussi, surtout, à Trump, il a bien besoin de ses alliés européens. Merci beaucoup, on l'aura bien compris. Merci Claire Cambier avec Camille Souhaut, nos envoyés spéciales en direct de Kiev. C'est dans ce contexte, comme s'il fallait encore en rajouter, que le fils de Donald Trump, fils aîné, Donald Trump Jr. en rajoute. Il assure que son père va abandonner l'Ukraine. Lors du forum de Doha au Qatar hier, voici ce qu'il répond à la question « Est-ce que votre père va abandonner l'Ukraine ?» Il répond « Oui, je pense que c'est possible. Ce qui est bien avec mon père et ce qui le rend unique, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'il va faire, le fait qu'il soit imprévisible. Et cela oblige tout le monde à faire preuve d'une honnêteté intellectuelle qui n'a pas été observée depuis bien trop longtemps. Il s'est également lancé dans une diatribe contre la corruption à Kiev, affirmant que l'Ukraine était un pays bien plus corrompu que la Russie avant la guerre et accusant le président Volodymyr Zelensky d'être l'un des plus grands spécialistes du marketing de tous les temps. Xavier, ça ne va pas du tout dans le bon sens pour Kiev. Non, on a l'impression que ce que Donald Trump ne peut pas encore dire tout à fait tout haut à la face de l'Ukraine et de Volodymyr Zelensky, même si dans le bureau ovale le 28 février, ça a quand même été assez haut comme reproche, eh bien son fils le dit, l'Ukraine est plus corrompue que la Russie et sous-entendu, et il le dit d'ailleurs, où va l'argent que nous donnons à l'Ukraine? Et là, on est vraiment sur le thème qui peut faire flancher, varier les opinions publiques. On sait qu'en Europe, c'est un thème extrêmement sensible dès qu'il y a une affaire de corruption en Ukraine. Et il y en a parce qu'il y a des enquêtes. En Russie, il n'y a pas d'enquête et c'est un pouvoir dictatorial. Donc les affaires, elles passent sous le boisseau, elles sont gérées directement entre soi. En Ukraine, elles sont sur la place publique. Il y a une judiciarisation, il y a une justice qui s'exprime. En
Russie, ce n'est pas le cas. Mais aux États-Unis, on note quand même que la crainte de la Russie, le fait que la Russie soit l'ennemi du peuple américain, c'est partagé par 78% des Américains. Et le score est encore assez haut parmi les MAGA, qui pensent à 74% que la Russie est toujours l'ennemi des États-Unis. Donc on voit une dichotomie entre ce que pense le clan Trump, ce que pense la Maison-Blanche et ce que pensent réellement tous les Américains. Est-ce que c'est tenable sur le long terme pour Donald Trump ? Lui en est certain. On verra. C'est pour ça aussi qu'il veut aller vite, pour pas que ça prenne trop de place dans le discours public aux États-Unis. Arthur Koenigsberg, et en plus sur la corruption, c'est une réalité, hein, et d'ailleurs on voit bien les scandales qui sont révélés par la presse ukrainienne, hein, mais l'Ukraine n'est pas plus corrompue que la Russie. Moins, dans le classement national, beaucoup moins maintenant. Il y a même eu des progrès, oui, il y a eu des progrès. Oui. Beaucoup moins. Et c'est ce thème de la lutte anticorruption, c'est peut-être l'une des priorités fondamentales de la société civile ukrainienne. Celle qu'on a vue dans les rues de Kiev en 2004-2005 lors de la révolution. Bien sûr. 2014 aussi. La révolution sur le Maïdan en 2014. Et cette même société civile qu'on a revue dans les rues de Kiev et à travers tout le pays cet été. Lorsque, certainement téléguidé par Andrei Yermak, le proche de Zelensky, qui est parti il y a quelques jours, l'Assemblée ukrainienne avait voté la suppression des 2 entités anticorruption, SAP et NABU, sur lequel le président Zelensky avait dû revenir contre, du coup, le vote de sa propre Assemblée, sous les pressions de la société civile ukrainienne et des jeunes Ukrainiens, des très très jeunes Ukrainiens qui étaient dans les rues d'Ukraine. Le président Zelensky était revenu sur la suppression de ces 2 entités qui aujourd'hui enquêtent effectivement sur ces problèmes de corruption d'une classe politique, militaire et stratégique, effectivement d'une partie de cette classe qui est effectivement corrompue. Et ça, les Européens ne l'ont jamais caché, les Ukrainiens ne le cachent pas. Mais dans les propos du fils de Donald Trump, ce qui devrait hanter les Européens, et les Européens n'ont pour l'instant pas la réponse à ça, c'est que font les Européens si effectivement Donald Trump lâche l'Ukraine ? Parce qu'effectivement, on en parle depuis son retour à la Maison-Blanche le 26 janvier, mais on ne semble pas avoir progressé d'1 centimètre dans cette réponse. Et on approche de ce lâchage, on le voit bien, déclaration après déclaration, et lorsqu'on regarde la cohérence des actions de cette administration américaine sur le dossier ukrainien, on s'approche du lâchage total de l'Ukraine par l'administration américaine. Que feront les Européens ? Que feront les Européens ? Continueront-ils à la soutenir financièrement ? Doubleront-ils leur soutien financier ou militaire à l'Ukraine ? Ou eux aussi lâcheront-ils l'Ukraine parce qu'ils ne sont pas capables d'assumer le rôle des États-Unis sur leur propre continent ? Et ça, les Européens n'ont toujours pas répondu à cette question. Et on peut effectivement se moquer des déclarations du fils de Donald Trump parce que en réalité, il n'a pas de fonction vraiment officielle, donc il n'incarne pas peut-être la diplomatie américaine. Mais c'est quelque chose d'assez ancré aujourd'hui dans cette administration. Et on le sent venir ce lâchage de l'Ukraine, et on ne voit pas des Européens se mettre en ordre de marche capables de faire face à ce lâchage à l'Ukraine. Et c'est ce qui inquiète beaucoup d'Ukrainiens et aussi beaucoup d'Européens qui suivent ce dossier de très près.